Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à Infotémis, dévoilement de la programmation de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, rencontre avec le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, quart de finale régionale des brigades culinaires et sensibilisation de la population au sort du millier de femmes autochtones disparues ou assassinées au pays. Bonjour et bienvenue à Infotémis. La foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien dévoilait les grandes lignes de sa programmation 2017 lors d'un 4 à 6 convivial le mardi 2 mai dernier. C'est dans une galerie du Rift bien remplie que la nouvelle présidente et cofondatrice Lynne Descoteaux et son équipe ont fait de grandes annonces. Déjà, 41 exposants ont confirmé leur présence à la 16e édition de la foire gourmande qui se tiendra les 18, 19 et 20 août. Le conseil d'administration de la foire gourmande s'est mobilisé au cours de la dernière année. Les organisateurs souhaitent donner un second souffle à l'événement et mettre davantage en lumière les agrotransformateurs de la région. L'organisation assure qu'elle vise une édition plus gourmande que jamais. Le volet des activités culinaires, coordonné par la chef Angélane Guimond de la table champêtre de l'Éden Rouge, ainsi qu'une collaboration plus active avec le Nord-Est ontarien grâce à la collaboration de Nicole Guertin, permettront d'emblée de rehausser cette 16e édition. Du côté des spectacles de soirée, on retrouvera entre autres Sally Folk, Boomerang, les membres originaux du groupe Les Colocs, les Chiens de Ruelle et Steph Paquette. On a aussi assuré une belle répartition de la présence d'artistes ontariens, abitibiens et témiscamiens sur la scène du lac tout au long de la journée du samedi. Alors Lynne, c'est un grand retour en tant que membre fondatrice de la Foire gourmande. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de revenir à la foire? Bien, d'abord et avant tout, ce qui m'a motivée, c'est la bouffe, les agros. D'abord et avant tout, c'est ça. Et je suis tellement contente aujourd'hui de voir qu'on a 41 exposants de confirmés, que la bouffe a été mise à l'honneur pour le lancement de la foire. Oui, on a de la musique, oui, on va avoir du fun, tout ça, mais ce qui ressort, c'est qu'on va manger, peut-être encore manger un peu, même si on n'a plus faim, là. Fait que moi, c'est ça qui me motive, c'est d'aider les agrotransformeurs. Justement, si on parlait un peu de cette programmation-là qui vient d'être dévoilée, c'est quoi les faits saillants? Bien, d'abord qu'on ait 41 exposants à ce jour. Tu sais, c'est pas terminé. Il y a encore des inscriptions qui vont sûrement arriver bientôt. C'est sûr qu'on n'attend pas 70, là, on n'en aura pas 70. Parce qu'il faut quand même les recevoir. Ici, il faut quand même, cette année, on va aussi les chouchouter, hein, les agros. Donc, tout ça mis ensemble, bien, à 45 à peu près, ça devrait être pas si pire. Il y aura des cours de cuisine, il y aura des combats des chefs, il y aura des cuisines en action avec des chefs. On est en train de travailler aussi pour avoir des chefs vedettes. On va avoir un bière et saucisse avec des billets, 100 billets seulement. Et je peux vous dire que ça va partir vite. Bière et saucisse, 35 $ le vendredi soir. On aura aussi un barbecue géant le samedi. Ça aussi, ça va être super chouette. Si je pouvais, j'irais. Ça aussi, 100 $. Donc, encore une fois, de la bouffe. On aura aussi la foire de nuit. On travaille aussi pour avoir de la bouffe pendant la nuit parce que quand les exposants sont terminés, on ne peut pas les faire travailler 24 heures sur 24, les pauvres, mais on peut quand même offrir une autre offre. Alors, il y aura ça aussi.
Voilà, entre autres, là, qui me vient vite fait, là. Ah, oui, il y a le retour de l'Ontario cette année. C'est quand même quelque chose, ça. Ça, je suis fière, vraiment fière. Je lève mon chapeau aussi à Nicole Guertin qui a décidé d'embarquer sur notre CA. Sans elle, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'on aurait fait avec la foire. C'est quand même pas évident non plus d'être de l'autre côté du lac, de venir ici à des CA de façon bénévole, d'essayer d'encourager tout le monde en disant « Waouh, la foire! » Fait que ça, je lui lève mon chapeau. Grâce à elle, on a une belle implication de l'Ontario. On a les maisonnettes du village de Noël. Tu sais, le village du mois de novembre, avec toutes les maisons, ça deviendra notre village des artisans. Donc ça, on est très fiers de ça. Je suis contente de tout. Là, on peut dire que le premier défi, c'était de faire revenir les agros parce qu'il y avait une baisse de kiosques. Maintenant, qu'en est-il du public? Bien, je pense qu'ils seront au rendez-vous. Ça se peut pas. Ça se peut pas qu'ils ne soient pas là. Moi, j'avais 3 objectifs en venant à la présidence de la foire. Je me disais, il faut qu'on remonte un CA. On a une équipe extraordinaire, vraiment. Plein de monde se sont impliqués de façon... beaucoup d'heures qui mettent quand même les membres du CA. On a beaucoup de sous-comités qui ont envie de s'impliquer aussi. Fait que ça, je me dis, c'est fait. Les exposants ont dit oui. Alors, mon 3e, c'est est-ce que les gens vont venir? Je pense que oui. Ne serait-ce que pour revenir sentir un peu, voir qu'est-ce qu'on a fait. Parce que s'il manque la foire, je pense qu'ils vont manquer quelque chose. On a une belle phrase au comité qu'on dit « La foire, elle sera plus gourmande que jamais ». J'adore cette foire-là et c'est vrai. Je vous le promets. Elle sera plus gourmande que jamais. Et on en a un autre petit étampe aussi qu'on dit « J'y serai ». Alors, je pense que c'est important que les gens de notre coin de pays viennent nous encourager avec tout ce travail qu'on fait là. Je pense en premier, c'est pour les agros, mais que les gens viennent découvrir ce que les agros font. Je pense qu'ils seront là. Et bon, après 16 ans, là, c'est quoi le public de la foire? Donc, qui on veut voir là? Qui on aime voir là? Bien, moi, une présidente ne pourrait pas trier. Moi, je veux voir tout le monde. Les petits, les moyens, les grands, les gens de... Moi, j'aimerais bien voir les gens du Témiscamingue parce que c'est à nous. Ça, c'est notre foire. Ça, c'est à nous. Elle s'en ira pas en Abitibi. On va tout faire. Alors, les gens de l'Abitibi aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agrotransformateurs qui viennent de l'Abitibi. Les gens de l'Ontario, les gens du reste du Québec qui viennent et aussi les enfants, parce que ça passe par eux aussi. Moi, je trouve qu'on revient avec notre dimanche des enfants, spectacle pour enfants, puis toutes sortes de trucs pour enfants. Je trouve qu'ils se doivent d'être là parce que la nourriture, ça passe par eux, ça passe par ce qu'on leur offre, ce qu'on leur enseigne. Alors, je pense que tout le monde va être là. Je pense qu'il va y avoir trop de monde. En terminant, peut-être le regard de la fondatrice de la foire il y a 16 ans versus aujourd'hui, là, c'est quoi ton plus grand souhait? Je suis émue. En fait, moi, j'aimerais qu'elle vive longtemps. J'avoue que mon regard, il y a quelques années, j'avais un peu peur à la période d'adolescence de la foire. Et là, je me suis dit, j'ai senti dans les dernières années que les agros l'avaient un peu boudé, pas boudé, ils l'avaient délaissé. Parce que c'est pas tout le temps évident pour chaque agro non plus de mettre plein d'heures dans un événement comme ça. Des fois, ils en ont assez, tout ça. Alors, je suis très, très heureuse que la participation des agros ait continué. Et je vois quand même, là, d'après moi, ça va fêter 30-35 ans, là, cette foire-là, là, au moins. C'est quoi sa raison d'être, la foire? C'est d'aider les agrotransformateurs. C'est aussi de faire connaître notre région. Hein? C'est une belle offre qu'on offre aux visiteurs. Ça a des retombées économiques extraordinaires, la foire. Et ça nous fait aussi, comme Témiscamiens, ça nous donne un beau sentiment d'appartenance parce que la foire, c'est à nous. Justement, qu'est-ce qui explique son succès? Bien, je pense que c'est un peu tout ça. Tu sais, quand on dit que la foire gourmande, c'est 450 bénévoles, c'est quand même quelque chose. Puis des bénévoles, ça reste qu'on n'en trouve pas nécessairement. On n'appellera pas à Montréal pour avoir un bénévole. Fait que je pense que son succès, ça fait partie de comment les gens s'impliquent. Mais aussi, ce qui explique son succès, je pense que c'est les agros en premier. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y en a pas de foire. On a bien beau se démener, mais si on dit « bienvenue à la foire gourmande » puis il y en a juste 2 qui veulent exposer,
ça n'aura pas le même succès. Fait que je pense que dans les années futures, il faut travailler fort avec nos agros. Vraiment, vraiment. Puis c'est à eux la foire et c'est pour eux qu'on fait ça. Donc, voilà. Et merci beaucoup. Merci. Angela, il y a beaucoup de nouveautés cette année du côté des activités culinaires. Peux-tu nous en faire un résumé? Bien, en fait, on a 4 grands volets pour les activités culinaires. On a les cuisines en action qui vont être de retour. Par contre, cette année, il va y avoir beaucoup de concours, autant pour les amateurs que pour les professionnels. Ensuite, on va avoir des cours de cuisine aussi, vraiment personnalisés, vraiment plus intimes. Donc, on va être quand même sous le chapiteau principal, mais on va être dans un coin intime. Donc, les gens vont avoir la chance d'être pendant 1 heure, 30 minutes avec un professionnel qui leur donne des cours vraiment pour les techniques de base. Ensuite, il va y avoir un retour avec des repas thématiques. Il va y avoir un bière et saucisses le vendredi soir, vraiment avec les saucisses de la région, des bières des microbrasseries aussi de la région, Abitibi-Témiscamingue et Nord-Est ontarien. Vraiment très convivial, sur le bord de l'eau, à côté de la scène du lac. Donc, on va avoir une belle ambiance musicale. Le samedi soir, ça va être un barbecue géant en collaboration avec Origine Nord-Ouest. Donc, vraiment géant, là, 6 pieds. On parle d'un gros barbecue. Les grillades vont être faites par les membres d'Origine Nord-Ouest. Il va y avoir des beaux accompagnements. Donc, vraiment une très belle soirée en perspective. Et pour terminer, il va y avoir la foire de nuit aussi. Foire de nuit, on veut vraiment apporter un côté plus gourmand au côté de la soirée, de la nuit, vraiment jusqu'à 3h, 3-4 heures du matin. On va avoir une offre plus gourmande pour les food truckers qui vont être là. Donc, de la nourriture de rue, mais plus créative avec les produits de la région. Et aussi, on va avoir des barouettes, les bars roulants, qui vont offrir une belle gamme de produits, de cocktails et de produits faits avec les éléments de la région. Justement, ce volet-là, mixologie, on le retrouve quand même assez présent. Pouvez-vous nous parler un peu du mixologue invité? Oui, en fait, on fait affaire avec quelqu'un qui est originaire du Témiscamingue, donc Félix Poirier, qui a une formation en mixologie et qui travaille dans ce domaine-là. Donc, il va vraiment nous créer une belle carte de cocktails aux saveurs de la région. Il va aussi donner des cours de mixologie parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très à la mode ces temps-ci. Donc, on veut donner un petit cours de base aux gens dans notre école de cuisine. Et il va faire aussi une performance sur scène le vendredi soir pour lancer le cocktail officiel de la foire. Donc, il va être un petit peu partout. On va le voir durant la fin de semaine. Sinon, du côté des cours de cuisine, est-ce qu'il y a d'autres chefs comme ça qui sont confirmés pour les cours? Il n'y a rien de confirmé encore. On est encore à élaborer vraiment. On va sûrement avoir plusieurs professionnels dans plusieurs domaines. Donc, on va avoir des cours sur les tartares, sur les pâtes fraîches aussi. Donc, on veut vraiment aller chercher là, des professionnels pour chaque domaine. Merci beaucoup. Merci. Madame Guertin, votre rôle principalement, c'est de représenter l'Ontario. Alors, quelles sont les nouveautés là, qui se trament du côté de l'Ontario avec la foire gourmande? Je pense que la plus grosse nouveauté, c'est vraiment de réunir les producteurs. Habituellement, c'est difficile pour les producteurs d'être à la foire pour 3 jours. Donc, cette année, sous le pavillon de l'Ontario, on va leur offrir la chance d'être associés avec un chef et puis avoir leurs produits représentés sans qu'ils soient obligés d'être là pendant les 24 heures de la foire. Et puis, on va faire la promotion de tous ces produits-là sous le même toit. Deuxième chose, c'est que le village Noël-Témiscamingue va avoir une belle présence à la foire avec les maisonnettes. C'est un beau partenariat qui va donner une belle visibilité à cette organisation-là. On va aussi avoir des navettes Ontario-Québec, donc qui va permettre aux gens de l'Ontario de venir passer le vendredi, samedi jusqu'à minuit. Et puis, si les gens veulent héberger en Ontario, ils auront une navette pour les ramener. On a quand même plusieurs artistes de l'Ontario qui vont être à la foire. Et puis, on veut aussi que les bénévoles de l'Ontario aient la chance de pouvoir participer, donner un coup de main et puis tisser des liens avec leurs amis québécois. Vous l'avez souligné en conférence, du côté de l'Ontario, on voyait un peu une diminution des exposants. Qu'est-ce qui explique cette difficulté-là des exposants de l'Ontario à venir à la foire? Il y a vraiment 2 éléments. Un, c'est le nombre d'heures que ça demande avec le voyagement. La deuxième, c'est la barrière de la langue, que les gens sentent toujours qu'ils ne sont pas à la hauteur, que ça soit pour produire les matériaux promotionnels ou juste avoir du personnel bilingue pour offrir les services. Avec le pavillon de l'Ontario, on va pouvoir les aider sur ces 2 côtés-là.
Merci beaucoup. Merci. Le député d'Arthabasca, Éric Lefebvre, qui a été nommé porte-parole de la Coalition Avenir Québec, la CAQ, pour les régions en matière de développement économique, était de passage au Témiscamingue pour une visite de courtoisie. Son objectif était de mieux connaître le portrait du Témiscamingue en matière de développement économique. Voici ce qu'il avait à dire. Bien, lorsque j'ai été élu comme député, mon chef François Legault m'a nommé porte-parole de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, lorsqu'il m'a nommé porte-parole, j'ai demandé de faire une tournée. Aujourd'hui, je me suis arrêté les 2 derniers jours ici, dans la région du Témiscamingue. Et lors de ma prochaine tournée, je serai du côté de l'Abitibi. Alors, j'en ai profité pour m'imprégner du milieu. J'ai rencontré 7 maires et mairesses de la région, visité quelques entreprises, des gens au niveau socio-économique. Alors, ça m'a donné un bon pouls là, de la région ici. Et donc, quel était le motif de votre tournée? Bien, comme je vous dis, vu que j'ai été nommé porte-parole, c'est de bien comprendre les réalités ici de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai visité les 2 hôpitaux ici du côté du Témiscamingue. Alors, ça, c'est des enjeux qui sont ici. De notre côté, on parle beaucoup d'enjeux de réseau Internet, réseau cellulaire. Alors ça, c'est des enjeux en région qui sont importants pour nous, qu'on veut aider à développer partout au Québec. Et est-ce qu'il y a des constats que vous avez tirés de cette tournée-là? Bien, naturellement, des constats. Oui, dans certaines municipalités, là, quand on parle qu'il n'y a pas encore de service d'eau potable, quand on est en 2017, là, je trouve ça très déplorable qu'on ait des municipalités comme ça, qu'il n'y ait pas d'eau potable. Du côté de l'Hôtel-Dieu, des différents hôpitaux, le projet OptiLab, on voit ici qu'il y a des ratés en région, comme un peu partout au Québec. Alors, c'est un projet qui est critiqué, puis je vois qu'ici aussi en région, là, c'est un projet qui ne fait pas l'unanimité. Et justement, en tant que député d'Arthabasca, qui est aussi une région, est-ce que vous avez senti là, des similitudes? Oui, absolument. Bien, chez nous, on a une région qui est très agricole au niveau laitier. Alors oui, ici, j'ai vu une partie de la région qui était agricole. J'ai visité une ferme avec des moutons ici. Ça, c'était une première pour moi, mais également qui est une réalité du côté animal, là. Alors, je me suis très bien imprégné de votre belle région. Et j'imagine qu'à travers tout ça, vous allez un peu inscrire votre vision des régions dans un futur programme. Bien, exactement. En tant que porte-parole également du développement économique régional, mon rôle, ça va être de préparer une plateforme au niveau économie pour le développement économique régional pour la campagne de 2018. Alors, je suis en train d'emmagasiner de l'information pour savoir de quelle manière on pourrait aider le développement économique des régions et je vais présenter à ce moment-là une plateforme pour le développement économique régional à mon chef François Legault. Et c'est quoi la place des régions au Québec? Bien, pour nous, c'est primordial. Si les régions vont bien, c'est sûr que les grands centres vont bien se porter. Il faut se rappeler que dans nos régions, la partie agroalimentaire est très importante et il faut que les régions centres comprennent l'importance des régions. Alors, on le voit ici, on est à la foire gourmande, bien ça, c'est important de pouvoir supporter nos entrepreneurs au niveau agroalimentaire. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. D'ailleurs, par voie de communiqué, le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Varolin, a réagi face à la venue sur le territoire du député d'Arthabasca à la Coalition Avenir Québec. Il a indiqué, et je le cite, « C'est avec surprise et déception que j'ai appris la venue au Témiscamingue de M. Éric Lefebvre, député de la circonscription d'Arthabasca et porte-parole de la Coalition Avenir Québec pour les régions en matière de développement économique. » Sa tournée, où il était accompagné par le maire de la ville de Ville-Marie, Bernard Flébus, s'est déroulée sans que ceux-ci n'aient rencontrer les acteurs principaux du développement économique que sont la MRC, la SDT et les chambres de commerce. Fin de la citation. Selon le préfet, c'est non seulement la preuve d'une méconnaissance du fonctionnement du développement économique des régions, mais c'est surtout un profond manque de respect envers les acteurs du développement. De plus, le préfet Varolin a ajouté, et je le cite à nouveau, « Pour ce qui est de ses propos sur le projet OptiLab, il semble que M. Lefebvre ait été mal informé. Grâce à la mobilisation régionale et au travail exceptionnel de l'équipe du 6AT, l'Abitibi-Témiscamingue a obtenu l'autorisation d'être exclu de ce projet de centralisation et a mis en place son propre modèle régional. Cela va permettre de continuer à faire les analyses médicales en région. Je suis surpris que M. Flébus n'en ait pas informé son invité car ce dernier était présent à la rencontre où M. Boissonneau a informé les élus de la région des développements dans ce dossier. » Fin de la citation.
Concernant Internet haute vitesse, le préfet est en accord avec le député d'Arthabasca sur la priorité de cet enjeu pour les régions. Impliqué sur le comité sur les technologies de la Fédération québécoise des municipalités, M. Varolin a interpellé directement le premier ministre la semaine dernière lors de sa venue à Rouyn-Noranda. D'ailleurs, lors de son échange avec le préfet, le premier ministre, M. Couillard, a dit partager cette vision quant à l'importance de l'accès au cellulaire et à Internet en région. Il a confirmé à l'assistance que le gouvernement augmentera les sommes disponibles dans les prochaines années pour régler cette situation. M. Varolin invite à l'avenir le député M. Éric Lefebvre et son équipe à mieux se renseigner et à consulter l'ensemble des acteurs du développement s'il veut comprendre les véritables enjeux des régions et trouver des solutions concrètes tenant compte des particularités du Témiscamingue. Le dimanche 30 avril dernier se tenait à l'école Marcel Raymond le quart de finale régional des brigades culinaires, une activité parascolaire à l'échelle de la province mise sur pied par la Tablée des chefs. 5 écoles secondaires de l'Abitibi et du Témiscamingue s'affrontaient lors de cette compétition, soit l'école du Carrefour de la Tulipe, le Delta de Matagami, les écoles La Source et d'Iberville de Rouyn-Noranda, ainsi que l'école Marcel Raymond de Lorrainville, qui était l'hôtesse de ce quart de finale. Les 5 équipes devaient concocter un plat à partir d'ingrédients imposés et de d'autres au choix, le tout en 1 heure. 4 juges étaient invités à analyser chacun des plats. Il s'agissait d'Hélène Lessard de la fromagerie Le Fromage au Village, Louis-Joseph Beauchamp du bistrot et les Louis, Chloé Beaulé-Poitras, directrice de TV Témis et membre du conseil d'administration de la Foire gourmande, ainsi que Sarah-Jeanne Coutu-Loisel, nutritionniste pour le 6AT Pavillon Sainte-Famille. Après la délibération des juges, la première place a été décernée à l'équipe de l'école d'Iberville de Rouyn-Noranda, suivie de l'école La Source. L'école Marcel Raymond, quant à elle, s'est classée en 3e position avec son tartare de truite saumonée. Bien, les brigades culinaires, j'avais vu passer ça sur Internet et puis je trouvais ça intéressant parce que moi, j'en faisais déjà de la cuisine avec des élèves. Je trouve que c'est un super bon moyen d'augmenter l'estime de soi puis aussi d'apprendre aux jeunes à s'organiser, à gérer le temps et à faire plein de choses qui sont utiles dans plein d'autres situations de vie. Puis en plus, on a la petite récompense tout de suite. On peut goûter et on a beaucoup de plaisir à cuisiner. Bien, c'est ça. En fait, les brigades culinaires, c'est un programme qui est monté par l'organisme de la Tablée des chefs. Cet organisme-là œuvre vraiment partout dans le Québec, mais surtout dans la région de Montréal. Eux, en fait, ce qu'ils veulent contrer, c'est le manque de nourriture chez les personnes défavorisées. Donc, ils font autant des collectes de nourriture que des soupes populaires, que des levées de fonds aussi pour ramasser de l'argent pour aider ces familles-là. Mais aussi, ce qui est important pour eux, c'est d'éduquer les gens aussi, surtout les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé le programme des brigades culinaires qui est implanté dans plein d'écoles au Québec. C'est un programme qui, autant qui apprend aux jeunes à cuisiner, mais aussi qui leur montre comment bien manger, comment profiter aussi d'un bon repas, de prendre le temps de manger et tout ça. Au début, on avait moins d'équipements, tout ça, donc on est allé chercher du financement pour acheter beaucoup d'équipements à la cuisine, puis c'est implanté. Les jeunes, il y a du bouche à oreille, donc ils sont fiers de participer aux brigades. C'est notre 3e cohorte cette année. Là. Les jeunes ils ont comme un sentiment d'appartenance à la cuisine, c'est important. Même les ateliers suffisent pas. Là. On s'organise-tu des soupers, on fait-tu d'autres activités? Ici à Marcel Raymond, même ils ont fait des petits services de traiteurs cette année et d'autres activités. Les jeunes sont implantés, ils ont fait des galettes pour le personnel durant la semaine du personnel. Donc, toutes les occasions de cuisiner sont bonnes. Moi, je m'occupe des écoles du Carrefour à la Tulipe et de Marcel Raymond à Lorrainville. Donc, en quoi ça consiste? Bien, en fait, c'est de donner, dans le fond, le cours, l'atelier. C'est de les suivre pendant toute l'année. C'est un atelier par semaine avec chaque école. On a aussi des défis. C'est un peu une compétition. Aujourd'hui, c'est les quarts de finale. Donc, c'est de les suivre pendant tout ce défi-là, des épauler. Vraiment, là, je m'occupe aussi de faire les achats des denrées. On a IGA qui est commanditaire de la Tablée des chefs, donc c'est d'aller m'approvisionner aussi tout ça. Donc, c'est vraiment de les suivre avec le programme qui est déjà monté par les brigades culinaires.
C'est à tous les mercredis soirs, après l'école, de 4 heures à 6 heures environ. Et chaque fois, c'est une thématique différente, un atelier avec des enseignements. Il y a une partie enseignement, une partie cuisine. Puis après ça, on mange tout le monde ensemble. C'est très convivial et rassembleur. Bien, en fait, le recrutement se fait en début d'année à l'école. Donc, c'est vraiment sur base volontaire. C'est vraiment un parascolaire. Donc, c'est pas imposé aux jeunes. Donc, c'est vraiment sur base volontaire. Fait que les gens qui sont ici, les jeunes qui sont ici, ils veulent participer. Donc, c'est des jeunes qui aiment cuisiner ou qui sont curieux de cuisiner. Donc, c'est vraiment des gens qui sont motivés à être ici. C'est les quarts de finale, en fait, c'est les gagnants de chaque école de la région, chaque école participante. On en a 5 cette année, après 3 ans. Donc, on a le Delta de Matagami, la Source de Rouyn-Noranda, on a l'école d'Iberville aussi de Rouyn-Noranda, l'école du Carrefour de La Tulipe et l'école Marcel Raymond de Lorrainville. 5 minutes pour passer au dressage de vos assiettes! Donc, on accumule des points pendant l'année, autant par des questions de connaissances que par les défis aussi, ils accumulent des points. Aujourd'hui, c'est les 5 écoles de l'Abitibi-Témiscamingue qui s'affrontent, les 5 meilleures brigades. Donc, dans chaque école, on a de 4 à 5 brigades. La meilleure se retrouve ici en quart de finale. Dans le fond, c'est comme un peu une compétition régionale. Ils s'affrontent, le gagnant va s'en aller en demi-finale. Et les heureux gagnants vont se retrouver en finale à Montréal. Ils vont rencontrer Ricardo, qui est le porte-parole aussi. Donc, on est dans les quarts de finale présentement. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini! On dépense tout! Roule pas la main! C'est comme un peu un défi MasterChef. Ils ont vraiment un panier surprise, le même panier pour tout le monde. Il y avait 3 ingrédients, 2 légumes, une protéine, qui étaient de la truite, céleri et brocoli. Ils sont obligés de cuisiner ces ingrédients-là et de les mettre en valeur. Ensuite, ils ont un garde-manger, une espèce d'épicerie magasin général, qui ça, est ouvert à tout le monde. Donc là, on a des féculents, on a des épices, on a des produits laitiers pour vraiment agrémenter le tout. Mais c'est vraiment les 3 ingrédients du panier surprise qui doivent être mis en valeur. On va vraiment noter leur cuisson, la cuisson des aliments, le goût, la présentation visuelle. Fait que c'est vraiment là, une compétition style MasterChef qui est exécutée par les membres des brigades. On est allé chercher dans le fond, des juges qui touchent vraiment au monde culinaire. Donc, on a Louis-Joseph Beauchamp, propriétaire du bistrot Elle et Louis, donc un cuisinier professionnel. On a Hélène Lessard aussi, qui est propriétaire de la fromagerie Au Village. Donc, c'est une agro-transformatrice. On a aussi Sarah-Jeanne Coutu-Loisel, qui est nutritionniste. Donc, on a un petit côté plus santé avec elle. Et on a Chloé Bollé-Poitras, qui est, dans le fond, membre du CA de la Foire gourmande. En première position, on a d'Iberville. Vous avez peut-être remarqué que quelques robes rouges sont accrochées aux arbres en bordure de la route 101 à la hauteur de la Première Nation de Témiscamingue. Elles visent à sensibiliser la population au sort du millier de femmes autochtones disparues ou assassinées au pays. Afin d'en savoir plus, nous avons rencontré l'intervenante au Centre de santé de la communauté, Mme Heather McBride. Aujourd'hui, le 5 mai, c'est la journée pour informer les gens par rapport à toutes les femmes autochtones qui sont disparues, qui ont été assassinées à travers le Canada. Fait que c'est vraiment juste de parler, donner l'information par rapport aux statistiques. Il y a au-dessus de 1500 femmes à travers le Canada qui sont disparues, qui ont été assassinées. C'est vraiment juste d'informer les gens. Il n'y avait pas nécessairement des femmes que je le sais qui ont disparu de ma communauté ici, mais je trouve que le fait qu'on a nos propres polices qui sont des Autochtones, qui travaillent dans la communauté, ça aide. Mais je sais que des fois, il y a des communautés qui n'ont pas leur propre police. C'est le SQ qui est dans la communauté. Fait que je ne sais pas si ça a un lien ensemble, mais pour nous autres, je ne suis pas au courant de
de ça dans notre communauté. Bien, moi, je pense souvent de ce qui est arrivé à Val-d'Or avec les femmes autochtones. 37 plaintes qui étaient faites contre la Sûreté du Québec par rapport à la violence contre les femmes autochtones. Puis de tous ces cas, de ces 37 cas, il n'y avait aucun charge qui était mis. Puis de ces 37 plaintes, 15 de ces plaintes étaient sur l'abus sexuel. Fait que je trouve que ça a un lien ensemble. Tu sais, le fait qu'il y a tellement de femmes qui sont en train de disparaître. Puis, un femme autochtone, ils ont 7 fois plus de chances d'être tuées que les femmes non autochtones. Quand j'ai lu ça sur l'Internet, j'ai eu peur, pas juste pour moi, mais pour mes collègues de travail, les femmes de ma communauté, les femmes à Val-d'Or. Tu sais, je trouve que ça a un lien ensemble. Puis, comme aujourd'hui, il y a plus de 1500 femmes qui sont disparues. Puis beaucoup de ces cas, ils sont pas résolus. Ils n'ont pas trouvé le meurtrier, ils n'ont pas trouvé l'accuseur. C'est vraiment triste. Puis c'est juste pour vraiment, aujourd'hui, on veut juste faire parler des gens, leur donner les informations, garde ce qui se passe, garde les statistiques. C'est vraiment juste pour informer le monde, puis aussi de penser à ces femmes-là, de penser à les familles qui ont perdu leur fille, leur mère, leur sœur, de penser à eux autres puis dire « on t'oublie pas, on sait que c'est en train de se passer, on pense à vous ». Les Robes Rouges, ça a commencé d'un artiste de Winnipeg en 2010. L'artiste voulait vraiment souligner comment que c'est quelque chose qui est en train de se passer à Canada par rapport à les femmes qui sont en train de disparaître, les femmes autochtones. Fait qu'il a commencé avec une robe rouge. Le robe rouge, ça représente, pour nous autres, dans notre culture, on travaille beaucoup avec le roux médecine. Il y a 4 couleurs dessus, noir, jaune, rouge et blanc. Le rouge, c'est symbolique parce que pour nous, c'est comme le sang, c'est comme tu sais, quand tu vois une femme avec une robe rouge, tu sais, t'es attiré vers elle un peu. Fait que c'est pour ça qu'il a commencé ce mouvement où qu'il a trouvé des robes, 100 robes rouges, puis les a accrochées à Toronto, downtown, dans les arbres. Fait que c'était vraiment pour attirer les gens, pour leur faire demander c'est quoi ça, tu sais, ça vient de où, pourquoi rouge? Mais il y a juste quelque chose, quand tu vois un robe rouge dans les arbres, tu demandes pourquoi ça vient de où. Fait que c'était une femme qui a porté ça. C'est une grand-mère, c'est une sœur, c'est juste pour montrer qu'il y a des femmes qui sont en train de disparaître, puis c'est une grosse problème à Canada, puis je trouve que souvent on oublie, on met ça de côté, on diminue l'impact, mais c'est très sérieux. Puis c'est de même que ça a commencé. Il y a encore des parents aujourd'hui qui sont en train de chercher pour leur fille. Je connais quelqu'un à Picogan qui cherche encore, Kittaganzibi, à Maniwaki. Il y avait 2 jeunes filles qui ont disparu, 15 et 16 ans, Macy et Shannon, tu sais. On n'oublie pas, on est avec eux autres, puis on a l'espoir que le gouvernement fait quelque chose parce que il y avait une pancarte que j'ai vue quand je faisais mes recherches sur l'Internet, puis ça disait « Am I next? C'est-tu moi la prochaine? » Puis il y avait une petite fille qui tenait cette pancarte-là. Fait que pour moi, c'est juste que c'est sérieux, puis les gens ils ont besoin d'être au courant de c'est quoi qui est en train de se passer à Canada. La ville de Témiscamingue, les municipalités de Kipawa et Laniel et la Première Nation de Kébahouek travaillent conjointement au développement de leur industrie touristique. Ils ont dévoilé leur nouvelle image promotionnelle à Kipawa. Tourisme Kipawa servira de plateforme unique pour tout ce qui concerne l'industrie touristique dans le sud du Témiscamingue. Selon les informations de Tania Neveu de ici Radio-Canada Régional, depuis 2013, le sud du Témiscamingue se mobilise et se concerte afin d'être prêt à l'ouverture du Parc national d'Opémican en 2018. Témiscamingue, Kipawa, Laniel et Kébahouek souhaitent mettre en valeur les attraits touristiques de leur territoire. La mairesse de Témiscamingue, Nicole Rochon, a indiqué, et je la cite, « Notre but ultime, c'est de s'assurer que les gens qui viennent visiter le parc restent une journée ou 2 de plus parce qu'ils vont avoir des choses à visiter. » Fin de la citation. Tourisme Kipawa deviendra la référence pour les visiteurs. Un logo a été créé et une vidéo promotionnelle sera diffusée sous peu. Un site web sera aussi créé ainsi que des plateformes de médias sociaux. Le maire de Kipawa, Norman Young, est particulièrement fier que 3 cultures puissent travailler ensemble sur un projet commun.
Un concours sera lancé dans les prochaines semaines auprès de la population afin de trouver le slogan de Tourisme Kipawa. Québec pourrait bien avoir sa propre radio communautaire, alors que le comité prévoit déposer sa demande au CRTC à la fin du mois de mai. C'est ce qu'a précisé Mathilde Manta dans un récent article du journal Le Reflet. C'est suite à des concertations pour un plan stratégique que la communauté a manifesté le désir d'avoir sa propre radio. Tel qu'indiqué par le conseiller David McLaren, c'est un projet qui vient de la population. Celle-ci aurait un rayonnement d'environ 30 km couvrant Kipawa, Témiscamingue, Laniel et LD en Ontario. Selon M. McLaren, la radio permettra de valoriser et promouvoir la langue et la culture algonquine. Il y aura des interventions dans les 3 langues, algonquin, français et anglais, pour toucher les 3 communautés, mais la majorité des communications seront en anglais. Plusieurs capsules seront aussi en algonquin et quelques-unes en français également. M. McLaren considère que ce sera un moyen efficace de partager les enjeux et les préoccupations autochtones, mais aussi les bons coups. Considérant que la culture autochtone est riche, même si les talents sont parfois méconnus du grand public, M. McLaren indique qu'au niveau du divertissement musical, ce sera aussi l'occasion de faire connaître les artistes des Premières Nations. Notons que ce genre de projet existe à Long Point First Nation et dans plusieurs communautés algonquines et atikamekw. Bientôt s'ajoutera celui de Québec. C'est à suivre. Tourisme Abitibi-Témiscamingue a dévoilé sa campagne promotionnelle estivale 2017 dans un style original et éclaté. Cette campagne rend hommage à l'ADN folle de notre région et souligne aussi la richesse des humains qui l'habitent. Sous le thème « L'art de décrocher », elle présente l'Abitibi-Témiscamingue comme le décor idéal pour se laisser aller dans l'intensité de ses festivals, dans la beauté de sa nature à la fois accessible, sauvage et enveloppante, mais surtout dans la rencontre unique et chaleureuse avec les gens qui y vivent. Le visuel de cette campagne a été pensé par Mélanie Nadeau dans la lignée de son concept « Allez voir ». Les vidéos promotionnelles réalisées par Dominique Leclerc ont été tournées durant la prise de la photo principale, réalisée par Christian Leduc, et présentent une nature presque féerique dans laquelle des personnages souriants s'installent pour la fête dans l'attente des visiteurs. Stéphanie Lamarche, directrice marketing et communication de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, a précisé, et je la cite, « Comme l'approche marketing de Tourisme Abitibi-Témiscamingue se base de plus en plus sur le numérique et profite du côté évolutif et constant des médias sociaux, nous souhaitons ajouter un côté plus interactif à notre campagne. Les vidéos et notre blog sont déjà au cœur de la stratégie de contenu depuis plusieurs années, mais cette fois-ci, nous poussons un peu plus loin l'expérience. La vitrine interactive proposée par Mélanie permet de cliquer à plusieurs endroits sur l'image pour accéder à des billets de blog sur les personnages de la photo, sur des circuits mettant en valeur les réalisations Cultura, ainsi que sur les 4 produits phares de la campagne, c'est-à-dire le mototourisme, le plein air, les sites et attraits et les festivals et événements. Des placements web ciblés seront faits sur les marchés visés, soit la grande région de Montréal, l'Outaouais, l'Ontario et la France. Fin de la citation. Les relations de presse sont une part très importante de la stratégie d'exportation de la région. De nombreuses tournées sont prévues dans les prochaines semaines. L'équipe fera découvrir l'Abitibi-Témiscamingue à des journalistes et des influenceurs spécialisés en voyage qui produiront du contenu sur Internet et les médias sociaux en utilisant le mot-clic « Expérience AT ». Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, informe la population et les médias qu'il entame un processus afin de devenir un établissement sans fumée. Ce processus est lancé afin de répondre à la loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme du ministère de la Santé et des Services sociaux. Celle-ci oblige les établissements de santé à adopter une politique de lutte contre le tabagisme ayant pour objectif la création d'environnements 100% sans fumée au plus tard le 26 novembre 2017. Le CIS-AT a donc choisi de saisir l'opportunité et d'adopter une politique de lutte contre le tabagisme à la hauteur de sa mission. L'implantation d'une telle politique a comme finalité la protection de la population, principalement celle de ses employés, de ses médecins, de ses usagers et des visiteurs. En s'appuyant sur des principes de promotion de la santé, de responsabilité, de cohérence et de collaboration, les mesures contenues dans la politique contribueront également à réduire les inégalités de santé et contribueront aux efforts de soutien à la cessation tabagique. Voici d'ailleurs les orientations qui ont été retenues, qui seront incluses dans la politique qui sera adoptée à l'automne 2017. Fermeture des fumoirs, à l'exception de ceux en centre d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD. Interdiction de fumer dans l'ensemble des installations et des terrains du CIS, sans zone fumeur.
interdiction de fumer dans toutes les chambres des installations du CIS et favorisation de l'abandon du tabagisme ou de la gestion des symptômes de sevrage chez les usagers et le personnel. L'ensemble des orientations sera effectif à compter du 1er janvier 2019. Afin de bien se préparer pour la mise en œuvre de ces orientations, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue entamera une tournée de discussion et de consultation dans l'ensemble de la région auprès de divers groupes représentant la population et les membres de son personnel, ainsi qu'auprès des divers comités professionnels. Ces groupes seront invités à s'exprimer sur les impacts potentiels de la politique ainsi que sur les mesures à déployer pour une application harmonieuse de la politique. Par la suite, le comité de travail s'assurera de présenter un plan de mise en œuvre en veillant à la concertation des acteurs impliqués, à l'optimisation de la cohérence de l'ensemble des actions à déployer, à la circulation d'informations et à une utilisation efficiente des ressources. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a trouvé le successeur de Jacques Boissonneau à la tête du Centre intégré de santé et de services sociaux en Abitibi-Témiscamingue, le CISAT. Yves Desjardins, qui en était le PDG adjoint, deviendra ainsi le nouveau PDG. C'est le ministre Gaétan Barrette qui en a fait l'annonce le 3 mai dernier. Et selon les informations de Marie-Hélène Paquin de La Frontière, Yves Desjardins est détenteur d'une maîtrise en administration et possède aussi une scolarité de doctorat en santé publique de l'Université de Montréal. Il cumule déjà 20 ans de service dans le milieu de la santé, alors qu'il a été professionnel puis gestionnaire. Il a notamment œuvré au sein du Centre de santé et de services sociaux Sud-Ouest Verdun, puis au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Il avait été nommé président-directeur général adjoint du CISAT en 2016. Yves Desjardins est entré en poste de PDG le 8 mai dernier. La Semaine en jaune, campagne de financement visant à amasser des fonds pour Mission Tournesol, a débuté le vendredi 5 mai et se poursuivra jusqu'au 14 mai. C'est sous la présidence d'honneur de M. Éric Lepage, copropriétaire du Barbe Brew Pub, que se déroule la Semaine en jaune. D'ailleurs, depuis mars dernier, la bière Tournesol, spécialement brassée pour Mission Tournesol, est en vente au Barbe Brew Pub au profit de l'organisme. Pour cette importante semaine, la population est invitée à une mission, celle de participer en grand nombre aux différentes activités de financement. La semaine a débuté les 5 et 6 mai avec une vente de hot-dog maison chez Hockey-Pneus Écotone de Ville-Marie. Cette activité a permis d'amasser plus de 10 000 $. Le défi tête rasée, une vente de Tupperware ainsi que la journée en jaune à CKVM sont au programme de cette semaine qui se terminera en beauté avec le brunch de la Fête des Mères au bistrot chez Pascal le dimanche 14 mai de 9h à 14h. Tout au long de la semaine, faites parvenir vos dons en ligne ou par la poste au 42 des Aublanors à Ville-Marie, J9V 1J5 ou encore dans les boîtes de dons qui seront placées dans chacune des pharmacies, de même que chez Écotone et Petit Roberge à Ville-Marie. Rappelons que c'est à l'été 2009 que l'équipe d'oncologie a organisé une rencontre dans le but de créer un organisme qui aura comme mandat d'aider les personnes du Témiscamingue atteintes du cancer. L'organisme permet aux Témiscamiens et Témiscamiennes et à leurs proches de bénéficier partout sur le territoire de l'aide financière et des services qui les aideront à se sentir mieux physiquement ou psychologiquement tout au long de leur épreuve. Pour information ou encore pour faire un don, visitez le www.missiontournesol.com. 4 organismes témiscamiens liés à la santé viennent de faire tout un cadeau à leurs concitoyens en fin de vie. Ils ont respectivement contribué à hauteur de 3 750 $ pour acquérir un second lit adapté en soins palliatifs. Tel que décrit par la journaliste Lucie Charret sur le site Internet du journal La Frontière, Mission Tournesol a initié ce projet auquel ont adhéré d'emblée la Fondation Philippe Chabot, les Auxiliaires bénévoles Sainte-Famille et la Fondation du Centre de santé Sainte-Famille. Marie-Pierre Bizier, chef d'unité multiclientèle et continuum mère-enfant de l'hôpital de Ville-Marie, a précisé que ce second lit est muni d'un matelas gonflable qui aide à la prévention des plaies de lit. Les fonctions spécialisées de ce lit électrique peuvent aider le personnel soignant à mouvoir les clients en gonflant davantage le matelas d'un côté ou de l'autre. Et fait intéressant, le lit installé dans une chambre face au lac Témiscamingue peut également être placé dans une position de type Lazy Boy. Pour Mission Tournesol, il s'agit d'une 3e contribution aux soins palliatifs du centre de santé. Une première contribution de 10 000 $ en 2013 avait aidé à l'aménagement de 2 chambres où des membres de la famille pouvaient accompagner jour et nuit un parent en fin de vie.
En 2015, Mission Tournesol avait collaboré à l'achat d'un premier lit adapté d'une valeur de 16 000 $. Et pour l'exercice 2016-2017, 6 % de la clientèle du centre de santé, soit 70 personnes, ont bénéficié du confort des 2 chambres réservées aux soins palliatifs à Ville-Marie. De nouveaux investissements gouvernementaux totalisant 10,3 millions de $ seront réalisés au cours de l'année 2017 pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de l'ensemble des écoles de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Au total, 39 bâtiments seront rénovés grâce aux sommes accordées par le gouvernement du Québec. M. Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et ministre responsable de la région du Nord du Québec, et M. Guy Bourgeois, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, ont fait cette annonce au nom de M. Sébastien Proulx, ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre aussi responsable de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, les investissements prévus dans le cadre des mesures ordinaires et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien permettront aux commissions scolaires de la région d'effectuer 61 projets de rénovation ou d'entretien des bâtiments scolaires. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, citons la mise aux normes de bâtiments, la réfection de toiture, le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires et l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie. Voici d'ailleurs la répartition du soutien financier. Pour la commission scolaire Arikana, 1,8 million de $. Commission scolaire du lac Abitibi, 2,6 millions de $. Commission scolaire du lac Témiscamingue, 1,1 million de $. Commission scolaire de l'Or et des Bois, 2,2 millions de $. Commission scolaire de Rouyn-Noranda, aussi 2,2 millions de $. Et commission scolaire Western Québec, 0,4 millions de $. En tout, 61 projets seront soutenus par ces sommes et pour la commission scolaire du lac Témiscamingue, il y aura remplacement du système d'intercommunication d'alarme anti-intrusion et d'alarme incendie au centre Le Tremplin. Aussi, il y aura réfection de l'enveloppe du bâtiment à l'école Saint-Louis de Nidlec et finalement, il y aura installation d'un système de ventilation à l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord. Le Collège Boréal a pris la décision de fermer son campus de Témiscamingue à partir de septembre 2017. Ce campus était fréquenté par de moins en moins d'étudiants. Il y en avait seulement 4 cette année. 4 employés seront également affectés par cette fermeture, tel que décrit par le journaliste Julien Caillouette du journal La Voix du Nord. Cette décision, que le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, qualifie de difficile, fait partie des efforts du Collège afin d'équilibrer son budget pour l'année 2017-2018. Des offres de programmes seront également suspendues, ce qui affectera 7 autres postes dans l'institution. Les programmes affectés sont technique et gestion de scène, animation 2D, 3D, ainsi que beaux-arts et portfolio. Tandis que le poste de directeur du campus de Témiscamingue sera supprimé, les règles de la convention collective seront suivies pour les autres employés. M. Giroux affirme que toutes les mesures ont été prises afin que les étudiants inscrits au campus de Témiscamingue puissent terminer leur programme d'études avec le collège. Par exemple, le Collège Boréal pourra payer leur résidence et les autres coûts rattachés pour que l'étudiante ou l'étudiant soit en mesure de terminer son programme. Le président précise aussi que la formation aux adultes et quelques autres programmes sur mesure continueront d'être offerts à New Liskeard avec l'aide de partenaires communautaires. Le président du collège rappelle que le rapport sur la viabilité financière des collèges de l'Ontario, publié en janvier 2017, démontre bien les défis qui attendent les collèges au cours des prochaines années. Les prévisions démographiques et le financement stagnant du gouvernement provincial signifient une constante baisse de revenus par étudiant pour les collèges. Les petits collèges et les collèges du Nord, dont Boréal fait doublement partie, sont encore plus affectés car ils ont moins d'étudiants et ne profitent pas autant des inscriptions des étudiants étrangers, entre autres. Au début du processus de prévision budgétaire, M. Giroux révèle que le collège faisait face à un manque à gagner de 3 millions de $ et grâce à diverses mesures, dont la fermeture du campus de Témiscamingue et la suspension d'offres de certains programmes, il pourra déposer un budget équilibré. 19 élèves de 4e secondaire et quelques-uns de 3e secondaire de l'école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord participeront le 18 mai prochain à une activité fort enrichissante. La députée Christine Moore a invité ses élèves et la professeure d'histoire Josée Prévost à passer une journée au Parlement canadien avec visite des bureaux des députés, Chambre des communes, période de questions, peut-être même une visite de la Cour suprême. M. Thomas Mulcair et M. Justin Trudeau ont été aussi invités à jaser avec eux, mais cette rencontre reste à confirmer.
De plus, en soirée, les participants iront au Musée canadien de l'histoire pour visionner un film sur la Première Guerre mondiale, visiter l'exposition spéciale sur le hockey canadien et bien sûr visiter le musée comme tel. Le 19 mai, ils iront en avant-midi visiter le musée de la guerre. Précisons que cet événement a été rendu possible grâce à la généreuse contribution de l'entreprise Le Baladeur qui a payé entièrement le transport. TV Témis souhaite bien sûr une belle visite et de belles rencontres à tous les participants de cette activité. Près d'une trentaine d'activités auront lieu en Abitibi-Témiscamingue pour la 12e édition du 24 heures de sciences les 12 et 13 mai. Curieux et passionnés de sciences pourront s'inscrire aux ateliers scientifiques proposés par les animateurs à la Bibliothèque La Bouquine de Ville-Marie. Une véritable journée de sciences et d'astronomie vous est proposée. Découverte du système solaire, dessinons les planètes, sautons sur les planètes, les petits détectives de l'espace, la tête dans les étoiles, etc. Une conférence sur la science-fiction, qu'est-ce que la science-fiction, et un film, Seul sur Mars, sont également au programme. Les visiteurs pourront aussi découvrir une autre façon futuriste de cuisiner, la cuisine moléculaire. L'édition 2017 du 24 heures de sciences sur le thème science et fiction vous propose tout un programme pour explorer le monde de demain, pour vous immiscer au cœur des projets scientifiques ou même parler d'innovation. Ce qui paraissait du domaine de l'imaginaire ou de la science-fiction il y a à peine 50 ans est en passe de devenir réalité ou l'est déjà devenu, le clonage, l'exploration de la surface de Mars, la thérapie génétique, les nanorobots ou encore les écrans tactiles. La science et la technologie sont partout autour de nous et nous réservent beaucoup de surprises pour l'avenir. Plus de 400 activités sont prévues dans l'ensemble de la province. Tous les aspects de la science sont concernés, biologie, chimie, mathématiques, santé, sciences humaines, etc. Pour choisir vos activités, rien de plus simple, un moteur de recherche facile à utiliser est disponible sur le www.science24heures.com. Mais le mois de l'arbre et des forêts, dès 1882, c'est sous la forme d'une journée qu'on a d'abord célébré la forêt, puis à partir de 2001, c'est un mois complet qui est consacré à mettre en lumière son importance dans nos vies. Cet événement est l'occasion notamment de se rappeler que cette ressource est vitale pour notre société. En effet, outre les arbres et les forêts, tout ce qui est fait de bois joue un rôle dans la lutte contre les changements climatiques en s'assurant du renouvellement des arbres dans les forêts et de leur transformation en matériaux durables. Des gaz à effet de serre sont ainsi retirés de l'atmosphère et stockés dans ces matériaux écologiques pour une longue période de temps, créant un gain pour l'environnement. On vous invite à visiter le mffp.gouv.qc.ca/forêt au pluriel /MAF pour connaître tous les détails et consulter la liste des activités offertes en région. Entre autres au menu, distribution d'arbres, conférences, journées familiales, rallyes, ateliers en forêt, etc. Le mois des arbres et des forêts est également l'occasion pour les parents inscrits au programme Mon arbre à moi en cours d'année de se procurer un plan. Ce programme permet à tout enfant qui naît ou qui est adopté au Québec dans l'année en cours de recevoir un petit plan d'arbre qui grandira avec lui. Pour obtenir des renseignements sur le ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, vous pouvez consulter le mffp.gouv.qc.ca et aussi les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Un climat d'incertitude plane sur le secteur agricole depuis quelques mois, notamment avec l'arrivée de Donald Trump et ses propos sur la gestion de l'offre au pays, ou encore avec l'accaparement des terres, un phénomène grandissant au Québec. C'est dans ce contexte que le président de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA du Québec, Marcel Groslot, était de passage en Abitibi-Témiscamingue. En entrevue avec Annie-Claude Luneau de Région 08, il a discuté des dossiers importants du secteur agricole. Selon Marcel Groslot, à chaque fois qu'une négociation commerciale engage le Canada, que ce soit avec les États-Unis ou avec l'Europe, un climat d'incertitude s'installe pour les producteurs canadiens. La gestion de l'offre est pour lui un cheval de bataille et je le cite à ce sujet. Il y a une partie de notre production sous la gestion de l'offre qui est à risque avec l'ouverture des marchés. C'est aussi une question qui intéresse les autres producteurs agricoles qui, eux, exportent. Si les États-Unis adoptent des mesures protectionnistes, est-ce que ça veut dire qu'on aura plus de difficultés à exporter nos produits dans ce pays? Le marché américain est important pour les agriculteurs de la province. Fin de la citation. Aussi, lors de son passage dans la région, le président de l'UPA n'a pas seulement fait état de la situation de la gestion de l'offre, mais il a surtout pris le temps d'énumérer les défis et de discuter de la réalité singulière des producteurs agricoles de la région. Il a entre autres précisé que depuis 2010, avec les changements à l'assurance stabilisation des revenus agricoles, le secteur bovin a été plus lourdement affecté que les autres secteurs. C'est ce qui explique, selon M. Groslot, la perte d'un nombre plus important de fermes en Abitibi-Témiscamingue en proportion qu'ailleurs au Québec.
Aussi, selon le président de l'UPA, une inquiétude persiste dans la région en ce qui a trait à la vitalité de l'économie agricole. Même si la section locale de l'UPA se penche depuis plusieurs mois sur cette problématique, M. Groslot rappelle que les MRC, le MAPAC et les intervenants agricoles de la région ont convenu de bonifier un programme du gouvernement du Québec de façon spécifique à l'agriculture de la région et qu'il allait apporter son appui dans cette demande. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ici Radio-Canada, le parc Témiscamingue à Lorrainville passe aux mains de la municipalité. Depuis 5 ans, le parc à chiens était administré par un groupe de bénévoles. Une quarantaine de personnes avaient un droit d'accès au parc puisqu'ils étaient membres. Cependant, depuis samedi dernier, le parc est accessible à toute la population et ce, gratuitement, entre 7 h et 22 h. Suite à la vente de garage du 29 avril dernier à l'Aréna Frère Arthur Bergeron, la Ville de Ville-Marie a remis une somme de 1 171,50 $ à l'Axia, dont 671,50 $ provient de l'Encan et la différence du prix, des prix d'entrée. La Ville espère fortement que ce montant permettra un petit répit financier à l'organisme. Tout près de 950 personnes se sont déplacées pour la vente de garage. Une trentaine de personnes ont pris part à l'encan et une quarantaine d'objets y ont été proposés. Rappelons que l'encan était sous la supervision de M. Éric Clouâtre, encanteur professionnel reconnu au Québec et au Canada. Il a donné tout un spectacle à ceux qui ont été présents et aux participants de l'encan. La Ville de Ville-Marie désire remercier la population venue à la vente et à l'encan pour leur générosité pour l'organisme l'Axia. On se dit à l'an prochain avec un nouvel organisme à aider. Et voilà ce qui conclut Infotémis. Merci beaucoup de votre présence et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une merveilleuse semaine. À bientôt. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.